Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, Pinès, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on vous parle de X-Files, la série qui a fait souffler un vent de paranormal sur le petit écran dans les années 90. Et comme d'habitude, on prend notre temps pour creuser le sujet sur plusieurs épisodes. Si vous l'avez raté, la semaine dernière, on vous parlait des raisons qui font d'X-Files une série culte. Aujourd'hui, on va parler profil psychologique et relations humaines. On va s'intéresser aux personnages. Pour jouer les profilers avec moi dans cette émission, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors, dans X-Files, les personnages récurrents sont en nombre plus limité que dans d'autres séries, parce que les loners, les épisodes solo ont un cast qui change à chaque fois. Et évidemment, on ne peut commencer cette liste que par le duo Mulder-Scully. Alors, la toute première qui apparaît à l'écran, c'est Dana Scully. Dans le tout premier épisode, elle est convoquée au siège du FBI et elle est assignée au bureau des affaires non classées qui traite des phénomènes paranormaux. Et c'est là qu'elle rencontre officiellement l'agent Fox Mulder pour la première fois. Qui se méfie immédiatement d'elle et qui pense qu'elle est là pour le surveiller. Et c'est effectivement le cas. Au départ, elle est envoyée là pour le fliquer, voire le décrédibiliser. Et ce qui est marrant, c'est que dans la scène d'entretien de Dana Scully, on voit en arrière-plan l'homme à la cigarette déjà qui est présent, mais qui est vraiment en arrière-plan, quoi. Et je suis même pas sûr qu'il avait déjà Chris Carter lui avait assigné le rôle qui sera le sien par la suite, en fait, à ce moment-là, quoi. Il a su, en tout cas, quoi qu'il en soit, intelligemment capitaliser sur ce personnage-là et sur ce qui peut aussi le caractériser, mais on en parlera plus tard. Ouais, alors Scully, c'est un personnage qui est donc, on l'a dit, c'est une scientifique. Elle est médecin légiste notamment. Elle a aussi fait de la physique. Donc c'est vraiment la cartésienne qui arrive. Sauf qu'elle est catho. Et elle est très dévote quand même, et elle est rousse aussi, mine de rien. Je pense que non, mais il y a je veux dire les Roukmout, sont affiliés traditionnellement à la sorcellerie et à tout un tas de trucs fantastiques. Je me suis toujours posé la question, ça pour le coup j'ai jamais vu Chris Carter en parler, mais il y a un lien, il y a un truc en fait porteur, j'ai envie de dire de façon inconsciente presque, d'un élément potentiellement fantastique. Une sorcière traditionnellement est rousse. C'est souvent le cas. C'est elle qui se faisait persécuter pendant les chasses aux sorcières et tout, là, les rousses. Sachant que Chris Carter, oui, c'est vrai qu'il faut le dire à nos auditeurs qui ne se connaissent pas. Non, je suis un peu roux, moi, pas trop, mais ma frangine l'est beaucoup, donc voilà, c'est tout. Mais alors, il faut savoir que Chris Carter s'est battu contre la Fox à l'époque, au moment du casting, parce que la Fox voulait que ça soit un personnage de blonde, plutôt bimbo. En fait, tu lui as dit, elle a pas d'assez grandes jambes. Et pas d'assez gros seins, a priori. Et elle devrait être blonde. Elle devrait être blonde, ouais. Non, mais bien sûr. Carter s'est battu pour imposer Gillian Anderson. Et puis, elle n'avait pas d'expérience non plus. Elle venait du théâtre, elle venait de New York. Et je pense que ça aussi, ça a beaucoup nourri, mine de rien, le personnage. C'est-à-dire qu'elle, je pense qu'elle a aussi travaillé le personnage avec ce qu'elle était en train de vivre, basiquement, d'être jetée comme ça sur le... C'est quand même je crois qu'elle avait pas l'habitude de tourner dans un récit qui n'était pas tourné dans la continuité. Donc sur les premiers épisodes, elle s'était elle-même fait des documents où elle écrivait, elle regardait le plan de travail, elle voyait quelle scène on allait tourner, et elle se faisait des mémos de l'état dans lequel devait être son personnage, de ce qu'il savait à ce moment-là du récit pour essayer de se retrouver ses repères. Donc c'est aussi un personnage, je pense, c'est pour ça aussi qu'elle nous a beaucoup touché, Scully, c'est qu'il s'agisse de Gillian Anderson ou de son personnage, elle s'est imposée progressivement sur l'écran, alors que c'était
c'était plutôt elle, en fait, le fish out of the water, pour reprendre un terme anglais très couramment utilisé par les scénaristes, et qui désigne donc ce personnage qui est sorti de son milieu de confiance, en fait, pour justement être propulsé dans un milieu qu'il ne connaît pas et qu'il va devoir apprivoiser. Et effectivement, Chris Carter a vraiment... parce qu'elle y a été à l'instant, hein, sur son audition, elle avait 2 scènes... qu'elle a auditionné, c'était sa scène d'introduction, donc, et la scène où Mulder lui raconte ce qui est arrivé à sa sœur. En réaction, on va dire. Donc ça a complètement convaincu Chris Carter, et d'après Scully, d'après Gillian Anderson, il l'a soutenu en douce, parce que justement la Fox ne voulait pas d'elle, et donc lui donnait quelques conseils sur la façon avec laquelle elle devait s'habiller, la façon avec laquelle elle devait se présenter à eux, etc. Voilà, pour gagner leur confiance. Il l'a coaché de façon discrète, et comme elle dit, elle a grâce à lui, elle a pu un peu tricher par rapport aux autres candidates qui avaient pour le rôle, quoi. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas joué tous les deux aussi ensemble avant le premier jour de tournage. Donc c'est aussi, Carter a pris un risque considérable, en fait. Hein. Il a eu du pif. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. C'est marrant parce que là encore, il faut replacer toujours X-Files dans ce qu'était la télévision américaine à l'époque. La télévision américaine à l'époque, c'était Alerta Malibu, les Dessous de Palm Beach, les conneries genre Beverly Hills. Enfin, c'est ce truc-là et tout, quoi. Enfin, désolé pour les amateurs, quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours trouvé que c'était complètement con, moi, ces trucs-là. Et en fait, toutes ces séries imposaient des canons de beauté, mais extrêmement rigide, en fait, que chez les mecs, mais aussi chez les femmes, et beaucoup plus chez les femmes. Et elle est arrivée, elle était pas du tout, en fait, dans ce truc-là, mais elle a absolument pas. Je pense, on en a déjà parlé dans le précédent épisode, que je vous invite à réécouter, au passage, mais je pense que le modèle de Jodie Foster dans Le Silence des agneaux n'est pas pour rien non plus dans le choix de Carter. Il y a quelque chose dans le côté nana plutôt petite, qui va s'imposer par sa force de caractère aussi. Il y a un truc qui est une anecdote marrante, hein, sur le make-up, c'est qu'il y avait les ghillie boards qui étaient des petites estrades, en fait, qui étaient mises hors champ, en fait, pour qu'elles soient, parce que lui, David Duchovny est très grand. Oui, en fait. Il y avait une très grande différence de taille, voilà, entre deux. Et pour pouvoir les cadrer tous les deux, en fait, elle était toujours sur des petites estrades qui étaient fabriquées pour elle, qu'on surnommait les ghillie boards. Et ghillie pour Gillian, et board pour la planche, quoi. Et bon, je perds mon fil du coup avec cette petite anecdote, mais encore une fois, elle est arrivée en porte-à-faux. Et ce qui est marrant, c'est que à mesure que le succès que la série s'est imposé est devenu un vrai phénomène, Gillian Anderson est devenue un nouveau canon de beauté. Je crois qu'elle avait été élue, enfin bon, c'est des âneries, mais en même temps c'est éloquent de l'époque. Elle avait été élue femme la plus belle du monde dans un machin genre FHM ou je sais pas quoi. Et puis il y a eu des couvertures de magazines avec elle, effectivement, à moitié dénudée. Enfin, il y a tout un truc érotique qui s'est créé autour de cette figure, qui au départ, effectivement, nous est apparu costumé en mode bureau. Puis en plus, ce qui est intéressant avec le personnage de Scully, c'est que plus elle est recouverte de lunettes de microscope, de blouse blanche, et plus tu sens qu'elle est à l'aise, en fait. C'est-à-dire que c'est sa petite bulle à elle, c'est ça, en fait. C'est le laboratoire. Et ce qui est rétrospectivement, d'ailleurs, moi je trouve un peu de mauvais goût d'une part, et puis aussi qui n'est pas forcément bienvenu, c'est que je crois, alors je sais plus si c'est dans le premier ou le deuxième épisode, mais on la voit en culotte, on la voit en sous-vêtements tout à coup. Et en fait, quand tu revois ces épisodes-là aujourd'hui, que tu connais tout ce que tu connais du personnage ultérieurement, tu te dis mais c'est pas du tout adapté, en fait, ça. Et tu sens trop la Fox qui a dit non mais il nous faut un peu de sexy là, les mecs. Donc et justement c'est aussi un personnage, tu vois, mine de rien. Je parlais tout à l'heure des Dessous de Palm Beach, qui est une série dont je dois être le seul à me souvenir, tu vois, mais qui était vraiment une série de merde. Mais je tiens quand même sur un truc, c'est que l'actrice, moi je me souviens de cette série, c'est que l'actrice qui était dedans, c'était supposé être une proto d'Anna Scully. C'est-à-dire que c'était une enquêtrice intelligente qui devait jouer à part égale avec son acolyte. Mais en fait, le personnage ne s'est pas du tout traité de la même façon. C'est-à-dire qu'elle était traitée comme une nana sexy qui était là pour le plaisir des yeux, quoi. Et
Et c'est vrai que là, du coup, il y a un truc ça va créer un précédent, la X-Files pour le coup aussi. Ça va casser aussi ce qui était devenu une norme, hein, et une télé qui était profondément misogyne, hein, moi je trouve, hein, dans le début des années 90. Bon, ça va courir encore des années 80, toutes les années 90. La série américaine, on est d'accord. Ouais, américaine, hein, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai que le personnage de Scully, c'est une femme forte qui a du caractère, qui se laisse pas raconter, se laisse pas embobiner. Qui est héroïque par son intelligence et son savoir. Oui. C'est ça aussi la grosse force de Gillian Anderson, c'est qu'elle a quand même, il faut le dire, hein, quand tu revois le truc, elle a une faculté à te sortir des dialogues avec un sabir scientifique imbitable, et ça passe, mais alors comme lettre à la poste. Elle est juste, elle a un super tempo et tout. Il faut le faire quand même, quoi. Enfin, il faut la saluer pour ça. Ah, complètement. À défaut de saluer la traduction française de certaines de ces répliques qu'on a dans le générique de notre émission. On en reparlera aussi d'ailleurs. Mais à côté de ça, c'est un personnage aussi qui est solitaire, qui n'a pas vraiment d'amis en dehors de Mulder, qui n'a pas vraiment de vie en dehors de C'est une geekette en fait. Sauf que c'est une geekette qui est dans la norme au début, alors que lui n'est pas dans la norme. Et ça, c'est aussi le truc de X-Files. C'est là aussi où je pense que ça a parlé aussi à beaucoup de gens. On est représenté tout à coup et on fait de toi un héros, quoi. Et je pense que c'était touchant, en fait, de se dire, cette meuf, elle est pas siliconée à outrance comme Pamela Anderson, qui était la star totale, en fait, de la télé de l'époque. Elle est pas, elle se bat pas comme une déesse, mais elle a du savoir, mais elle est un peu enfermée dans son truc. Et puis, potentiellement, elle a du mal à déclarer sa flamme à son acolyte, qui lui-même a du mal à déclarer sa flamme, son truc. Et ça touche, quoi. Moi, je pense toujours, c'est comme dans Notre amour de monstre. C'est un truc que j'ai déjà dit dans d'autres podcasts de capture, peut-être même ici. Mais je pense qu'on est tous pétés, on se sent tous pétés. Tous. Personne n'est complètement à l'aise avec son corps. Il y a peut-être que 2-3 connards là qui se sentent à l'aise, mais personne n'est à l'aise. On est tous mal. Donc, quand tu vois un personnage qui est mal et qu'on arrive à t'en faire un héros, boum, ça y est, tu t'engouffres là-dedans, quoi. Tu rentres là-dedans à fond, quoi. C'est pour ça qu'on aime les Gloomood, qu'on aime les monstres, et c'est pour ça qu'on aime aussi Dana Scully. C'est aussi des monstres, quoi. Voilà. À noter quand même une certaine qualité d'écriture, je trouve, par rapport à la façon avec laquelle la dynamique entre le duo va être construite, parce qu'elle est construite en 2 temps dans l'épisode pilote. C'est-à-dire qu'on a le caractère officiel de ce qu'est censé être à la fois les X-Files et l'agent Mulder dans l'entretien qu'elle a avec les sources officielles, justement. Et ensuite la confrontation à la bête, en fait, on t'a prévenu dans la scène avant, c'était la confrontation à la bête, voilà, où tu t'attends toi qui est dans sa chambre d'ado, voilà, basiquement, où toi tu t'attends justement à être en face d'un truc d'une bête, et finalement t'es complètement déstabilisé par ce gars au fond assez simple. Par contre, dans cette scène de confrontation, c'est elle que tu découvres, parce que jusque-là, elle a pas devant les supérieurs, elle a pas tombé le masque, mais devant Mulder, tout d'un coup, elle va devoir montrer qui est la vraie Scully. Et ça, c'était quand même plutôt une bonne entrée en matière, justement, pour créer cette alchimie. Puis alors, son personnage évolue, ça, on va en parler, mais au fil des saisons, elle perd de son scepticisme, elle se rallie petit à petit à la cause de Mulder. Alors Mulder, faut qu'on en parle aussi, hein, évidemment. Mulder, mais je pense que c'est un problème, en fait, moi. Pardon, je t'ai coupé, Clémence. Tu penses que quoi est un problème ? Qu'elle perde de son scepticisme et tout. C'est-à-dire que ce qui fonctionne aussi, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est que Mulder, il est athée. Complètement athée. Elle est hyper croyante et pratiquante. Lui, il croit aux extraterrestres, elle y croit pas. Et je pense qu'il y avait aussi là-dedans une dynamique qui n'a jamais vraiment été totalement explicitée. Il y a de temps en temps un échange dialogué qui fait référence et tout, mais qui n'a jamais été pleinement explicité, qui te permet aussi, toi, tout à coup, de croire aux extraterrestres. C'est-à-dire que tu te dis, cette nana qui est censée représenter une certaine norme scientifique, elle se permet de croire en Dieu. Et donc pourquoi moi je croirais pas aux extraterrestres, surtout qu'on me donne des preuves de plus en plus. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je pense que faire finalement de Scully une croyante, je sais pas comment dire, une believer dans les soucoupes volantes et dans les Gloomood dans les monstres de toute espèce. Il y a un truc dans le personnage qui, moi, tout à coup, ça fonctionne plus. En fait, ça fait partie des choses qui annoncent déjà la fin, en fait, de la série, qui m'annonce sa dévitalisation à fur et à mesure qu'elle est tendue plus que de raison, en fait. C'est-à-dire que
son personnage étant construit à la base comme un contrepoint à celui de Mulder, qui est donc celui qui croit dans le paranormal, qui croit aux extraterrestres, à partir du moment où elle aussi se rallie à sa cause, forcément, il y a un déséquilibre qui se crée parce que il n'y a plus personne en face. Elle se rallie à sa cause parce qu'elle a vu les choses, parce qu'elle a expérimenté les choses. Au bout d'un moment, au bout de je ne sais combien d'épisodes, à croiser un peu tout ce que le bestiaire fantastique peut générer. Bon, mais par contre, son état d'esprit. Alors je pense que c'est notre collègue et ami Didier Alouche qui a été le premier à la surnommer Saint Thomas. Mais effectivement, elle a quelque chose de l'ordre de Saint Thomas d'Aquin au sens où elle est disposée à croire ce qu'elle peut voir et toucher. Quoi. Mais elle finit par voir des choses et donc nécessairement elle évolue et c'est difficile finalement d'imaginer ce personnage évoluer autrement. Oui, mais je trouve qu'encore une fois, ça fonctionne moins bien en fait. C'est-à-dire que la dynamique fonctionne moins bien. Elle est là au début, mais ça fait partie des trucs où la série commence à se déliter, où tu te dis il est temps de s'arrêter là, quoi. Et voilà, mais bon, c'est comme leur relation platonique à tous les deux. Au bout d'un moment, il faut bien qu'il se passe un truc ou que ce soit clair en fait entre deux. C'est toujours les mêmes histoires en fait dans les séries. Combien de séries ont fonctionné sur ces amours platoniques? On cite souvent Clair de Lune comme l'exemple atypique du truc où il faut pas, en fait, qu'il conclue et qu'à partir du moment où il conclut, ça y est, à partir du moment où ils couchent ensemble, c'est foutu. Mais toute cette tension-là, au bout d'un moment, il faut bien le résoudre aussi. Tu peux pas continuer tout le temps en disant, mais attends, peut-être qu'ils s'embrassent, peut-être pas. Et c'est pareil, on avait parlé dans le précédent épisode, mais c'est aussi, je pense qu'on est obligé d'y revenir assez souvent, mais sur le premier film, le fait qu'il y ait une scène de baiser qui n'en soit pas une au final, je pense que c'est un énorme problème en fait. C'est-à-dire que s'il y avait un moment où ils devaient s'embrasser enfin, c'était probablement sur grand écran et probablement à ce moment-là. Et c'est marrant parce que quand tu vois l'équipe des scénaristes parler de leur expérience sur la série et sur ces films, ils disent que l'expérience la plus forte qu'ils aient vécue, Carter, je suis pas sûr, mais les scénaristes, en tout cas, Glenn Morgan par exemple, c'était justement quand ils ont vu le film sur grand écran avec le public et cette scène dans le couloir où Mulder va embrasser Scully, mais finalement Scully elle se fait piquer par une abeille, ils s'embrassent pas. Et il dit qu'il y a une tension dans la salle à ce moment-là qui était complètement dingue. Eh bien, moi, je pense qu'ils ont loupé le coche, en fait, là. C'est-à-dire que s'ils devaient... parce qu'ils finissent en couple, on brûle un peu les étapes. Alors, ils s'embrassent pour la première fois dans la saison 6, donc juste après le film, dans un épisode qui s'appelle Triangle, et c'est pas vraiment non plus un vrai baiser. Enfin, non. C'est, sans rentrer dans les détails, c'est les circonstances de l'épisode qui s'y prêtent. Qui s'y prêtent, exactement. Mais après, ils finissent quand même en couple. Après, ils se reséparent, mais ça, on en reparlera dans les extensions tardives, en fait, de la série. Et ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est vrai que ça fait partie... Ça arrive trop tard. C'est comme ce basculement, mais je pense même pas que ça arrive trop tard. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, un récit, quand bien même il est adapté à une structure feuilletonesque, un récit, il s'use. Et des relations entre les personnages, ça s'use. Et tu peux les revigorer, je pense, et leur remettre, en fait, recharger les accus que jusqu'à un certain point. Et là, c'est l'exemple type, en fait, où de la même façon que ce basculement, je trouve, entre Mulder et Scully semble artificiel, semble ne pas fonctionner, et de toute façon, c'est moins bien. Donc, si tu changes pour un truc qui est moins bien, l'intérêt se perd. De la même façon, je pense que leur relation à eux deux, elle devait rester platonique. Elle est très bien comme ça. Parce que c'est des geeks, et que le geek a beaucoup de mal à conclure. Et alors, leur relation évolue et nécessairement, puisque ce déséquilibre est créé, un nouveau personnage est introduit. Alors c'est aussi pour c'est marrant, on n'a pas parlé du Coveney, quasiment pas. C'est rigolo. On parle de lui en filigrane. Ouais, mais c'est marrant. C'est assez éloquent en fait du truc. Mais c'est peut-être l'occasion finalement de parler de lui sans en parler directement. C'est l'introduction du personnage de John Doggett, Robert Patrick, qui vient le remplacer quand Duchovny quitte la série. Ça a failli être Bruce Campbell, t'imagines? Lou Diamond Phillips ou Bruce Campbell. Donc oui. Et donc c'est John Doggett qui reprend le rôle du sceptique, qui reprend le rôle de Scully, là où elle endosse aveu d'échec total pour moi. Le rôle de Mulder. Et là, on voit bien que ça ne fonctionne plus en fait. Mais c'est surtout que c'est un aveu d'échec monumental. C'est-à-dire que Chris Carter, quand me souviens, disait à partir du moment où Doggett, on savait que le public allait le détester. Donc en fait, on a montré que les personnages le détestaient encore plus qu'eux pour qu'on puisse éventuellement le rattraper derrière. Mais ça marche pas.
Et je crois que Doggett, très vite, dans la scène d'ouverture, il se prend un verre d'eau de Scully, quelque chose comme ça. Enfin, il cristallise. Et, bah ouais, mais ça peut. Mulder, il est introduit comme l'a dit Raph, il est dans sa chambre d'ado là, du FBI, de son placard, avec ses affiches partout, comme un ado. Hein. Tu te dis bon, ça sent le vieux slip pas très propre et le sébum là-dedans. Et il y a un truc. C'est encore une fois, c'est le truc sur les losers. T'aimes ça, c'est cool les losers. Alors que là, tu fais rentrer un mec, tu te dis alors lui, attention, hein. Il a fait la guerre. Lui, c'est le flic là, il va la fliquer à mort, il va t'empêcher d'aller voir les extraterrestres là où tu veux aller les voir. Alors que Mulder, il te dit, tu sais quoi ? Dans ce monde là réel un peu grisonnant là où tu vas prendre le métro et tout tous les jours, moi je vais te montrer qu'il y a des trucs pas possibles qui se cachent là-dedans. C'est ça, là tu dis allez ok, moi je te suis là, je prends mon billet, j'y vais quoi. L'autre, tu t'introduis un personnage en te disant non mais moi je vais t'empêcher de faire ça. Ça peut pas marcher comme ça en fait. Tu vois, il y a un truc, mais de toute façon Carter c'est pas un choix. C'est-à-dire que Duchovny avait fait un procès à la Fox, il était très mal vu là-bas. Il s'engueulait avec Gillian Anderson. Ça a eu des effets sur le reste de sa carrière. De sa carrière aussi, après, bien sûr. Il a récupéré 20 millions de dollars dans l'affaire, donc c'était pas non plus un problème. Non, mais c'est sûr. Mais effectivement, la Fox lui avait caché pas mal de revenus. Non, ce qui était intéressant au niveau casting, c'est qu'en fait, les deux comédiens étaient à l'inverse de leur personnage par rapport justement à cette question de la croyance, puisque Gillian Anderson qui était une adolescente un peu zarbe, un peu considérée comme l'original de la classe, quoi, qui écoutait du Skinny Puppy ou ce genre de groupe, quoi. Elle a toujours eu un intérêt réel pour les sujets un peu paranormaux et ésotériques, etc. Là où Duchovny, par contre, est vraiment en interview, c'est radical, quoi. C'est genre, mais c'est Harrison Ford. Ouais. Je trouve qu'il me fait penser à Harrison. Il a pas le talent et le charisme de Ford, hein. Mais par contre, il a un truc dans les interviews, effectivement, où il démonte tout le temps les intervieweurs. Il veut pas réfléchir au truc. C'est une frange des États-Unis comme ça, très très terrienne. Hein. Il a ça en lui, je trouve. Ouais. Mais ça nourrit aussi le perso. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on y adhère aussi facilement, quoi. Oui. Alors, Mulder, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur lui dont on voudrait parler encore, ou est-ce qu'on passe aux autres personnages, parce qu'il y en a encore. Il y en a d'autres, ouais. Allons sur les autres. Non, mais Mulder, de toute façon, oui, il est en filigrane dans toute. Voilà, il est omniprésent. C'est le personnage central de la série, parce que c'est vrai qu'on l'a que très peu évoqué, mais non seulement il est au centre de la série parce qu'il est agent du FBI, mais il a aussi sa vie personnelle qui est impliquée directement avec sa sœur qui a été enlevée par des extraterrestres. Donc, il est doublement sous le feu des projecteurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, d'un point de vue intime et d'un point de vue, politique, il est extrêmement impliqué dans les événements qui sont dépeints. Donc voilà, la motivation du personnage, elle est totale. Il y a un truc dont on n'a pas parlé quand même sur Mulder, qui me semble très très important aussi, et qui est, je trouve, un vrai coup de génie de Carter, parce que c'était pas évident. Et j'en ai un tout petit peu parlé dans le précédent épisode aussi, qui est l'humour du personnage. C'est un personnage qui est très drôle. Alors, qu'il deviendra, je trouve, un peu trop... Alors, je reviens encore au film, mais par exemple, tu vois, dans le film, je trouve qu'il a trop de punchline tout le temps. Tu sens que c'est devenu trop conscient. Mais il y a un truc qui est génial dans cet humour, c'est que déjà, les gens qui te font marrer, t'as toujours plus d'appétence à aller vers eux. Ce bon vieux adage, femme qui rit à moitié dans son lit, dans ton lit. Bon, bref. Pas forcément très glorieux comme adage, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Passons à autre chose. Mais le fait qu'il fasse rire, donc déjà, ça rend le personnage sympathique. Ça allège un peu les trucs. Et puis, il y a un autre truc aussi qui est le rire du désespoir. Je trouve aussi dans le personnage de Mulder. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans son humour qui te dit parce qu'il y a un côté presque un peu Lovecraftien chez X-Files qui va s'assumer plus tard, qui est ce côté l'humanité est peccadille, en fait ce sont des êtres venus d'ailleurs qui nous ont créés, qui peuvent du coup nous détruire aussi facilement qu'ils nous ont créés, et nous on compte pour rien, en fait, on compte pour des prunes. Et Mulder, je trouve que dans son humour, parfois, en tout cas quand c'est vraiment réussi, il a ça. Il a cet humour du désespoir, du mec qui te dit
Non, mais le gouvernement, il nous tire dessus, ils essayent de nous empêcher, mais finalement, c'est tellement plus grand que nous, en fait. C'est tellement plus énorme que c'est tout ce qui nous reste, en fait, cet humour. Donc, je trouve que tu es gagnant sur tous les tableaux, en fait, avec le personnage là-dessus. Et c'est encore, et c'est très aussi déstabilisant pour quelqu'un qui est la première de la classe comme Scully, quoi, qui est le personnage de premier de la classe. Par définition, c'est un personnage qui en général n'a pas d'humour. C'est comme ça qu'on cherche aussi qu'on aborde l'archétype. De certaine façon la valorisation par les institutions. Oui. Et qui croit dans ces institutions. Exactement. Là où Mulder non seulement s'en fout, mais surtout ne cherche l'aval de personne. En fait, il cherche pas à séduire. Exactement. Alors justement, à propos des institutions, un personnage dont il faut qu'on parle, même si finalement il est présent que dans la première saison, il apparaît après dans des flashbacks, mais c'est le personnage de Gorge Profonde qui est incarné par Jerry Hardin. Son pseudonyme est directement un clin d'œil au scandale du Watergate. À l'affaire du Watergate, effectivement. Donc c'est ce lanceur d'alerte qui a dirigé les journalistes je me rappelle même plus, c'est le New York Times, c'est ça Non, c'est Washington Post, merci. Sur les affaires. Donc un personnage intéressé aussi à l'issue de cette affaire-là. Là, on est en plein dans la façon avec laquelle les services secrets, les agents se font la guerre entre elles, on va dire. C'est surtout de la pure mythologie américaine. Et justement, Gorge Profonde, ça fait partie de ça. Hein. Et donc, qui est devenu aussi du coup une scène marquante du film Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la saison 11, on apprend que le nom de Gorge Profonde était Ronald Pakula, donc en référence au réalisateur des Hommes du Président. Oui, puis il y a beaucoup de scènes pareilles dans les parkings, comme dans Les Hommes du Président, et aussi dans le précédent épisode, on parlait de JFK. T'as aussi un personnage comme ça, c'est peut-être la scène la plus marquante du film, avec un personnage joué par Donald Sutherland qui arrive et qui tout à coup déballe, donne des billes formidables en fait. Le truc, c'est un personnage narrativement, Gorge Profonde, c'est hyper pratique en fait pour un scénariste, un personnage comme ça, parce que tout à coup, sa définition même en tant que personnage, c'est de te donner de l'exposition. Mais qu'est-ce que tu peux rêver de mieux ? Il est là pour faire le pont en fait entre le syndicat, donc le groupe de personnes haut placées qui complotent, et Mulder et Scully. Mais narrativement, tu vois, il vient, il te fait de l'exposition. Mais c'est génial. L'exposition, c'est le pire pour un scénariste. Tu dis, putain, mais attends, comment je vais expliquer au spectateur, machin. Lui, il arrive, il sait tout. Il sait tout, et surtout, toi, en tant que spectateur, tu l'attends juste pour qu'il vienne t'expliquer les règles du jeu. C'est mortel, c'est génial. Et il y a ce truc donc qui va disparaître très très vite, qui est un vrai choc, hein. Je pense qu'il a fait beaucoup aussi pour le succès de la série, parce que tout à coup tu te dis on est à ce niveau-là de tragédie, c'est-à-dire que un personnage qui est aussi installé, ça se faisait pas à la télé. Moi je trouve, enfin la perception que j'ai de la télé en fait de cette époque-là, ça se faisait pas en fait de faire disparaître un personnage qui est aussi important comme ça. Et tu te dis donc il peut disparaître lui, donc il peut se passer beaucoup de choses. Ça c'est génial quand tu te dis ça dans un récit. Quand tu te dis c'est que ces trucs de psychose de Hitchcock, quand tu te dis putain il se permet de tuer ce personnage-là, tu te dis mais tout est ouvert là, je peux tout faire, c'est trop cool. C'est ça, la saison 1 du coup se termine vraiment sur un climax, un climax énorme. Et du coup en fait c'est un peu les mêmes problèmes aussi que Scully tout, c'est-à-dire que ce personnage-là, ils vont revenir sur plein de formes avec des nuances différentes et plus vénères, plus troubles. Bon voilà, mais c'est pareil, ça s'use en fait au bout d'un moment. T'en as eu un de Gorge Profonde, il faut savoir le faire revenir. Aussi, il y a autre chose par rapport à ce type de personnage qui renvoie à la tagline en fait, donc récurrente de la série, qui est The Truth is out there, la vérité est ailleurs. C'est quand même ce qui est censé définir plus ou moins le mouvement de la série, cette idée que la vérité est quelque part, en tout cas elle n'est pas là, donc on va la chercher, mais c'est pas Gorge Profonde qui l'amènera à la vérité. C'est-à-dire qu'il y a quand même cette idée que celui qui a les secrets ne te les donnera que pour
te manipuler à sa façon. Et les personnages, que ce soit dans X-Files, comme dans Les Hommes du Président, comme dans plein de thrillers, savent qu'ils sont manipulés quand on leur donne l'information. Et cette tagline de X-Files, elle n'est pas toujours... généralement, on la trouve à la fin du générique. Hein, elle change. Hein. Et effectivement, elle n'est pas toujours là et elle change. Et on en a plusieurs. Alors, il y en a certaines qui sont très drôles et tout ça, mais il y a toute une liste à faire. Mais il y en a une que j'aime bien, qu'on voit dans l'épisode Redux, qui est All Lies Lead to the Truth. C'est-à-dire, tous les mensonges mènent à la vérité. Et celle-ci est vraiment rigolote parce que déjà, elle conditionne un peu le type de récit qu'est X-Files, qui est plein de fausses pistes, de choses trappes, etc., que le personnage de Mulder, il est trimballé dans tous les sens par encore une fois, des agences qui se tirent dans les pattes. Mais au fond, alors que tout le monde le manipule, il s'approche dangereusement de quelque chose. Donc tous les mensonges mènent à la vérité. Je crois même que ça marche dans la vraie vie, ce genre de choses. Alors, un personnage qui est des mensonges en fait énormément, c'est un des grands méchants, le grand méchant de la série, c'est l'homme à la cigarette. Donc il est joué par William B. Davis. Acteur de merde, en plus, moi, je trouve. C'est marrant, parce que dès qu'il parle, lui, je trouve qu'il a son charisme, il s'effondre totalement. Ouais. Alors, il a commencé, on l'aperçoit, on l'avait dit dans l'épisode 1, il a même pas de ligne, on le voit juste qui est ça, c'est super. En toile de fond. Mais petit à petit, son personnage prend de l'importance. Et alors, lui, il est impliqué, il est dans tous les mauvais coups. En fait, il fait partie des syndicats. Il est impliqué dans plein d'histoires, d'expériences avec des implants d'origine extraterrestre. Cette idée de création de races hybrides. Enfin, voilà, il a aucun état d'âme, il fait assassiner tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Et pourtant, avec Mulder et Scully, il y a un rapport un petit peu différent. Ouais, mais ça, c'est nul. Non, mais ça fait partie des trucs où ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, ce qui marche vraiment En fait, lui, c'est juste l'antagoniste dans le récit. Et ça marche super bien. Et son surnom aussi en VO, c'est Cancer Man. Et le fait qu'il clope tout le temps, que ce soit un vieux, qu'il a une gueule un peu maladive, déjà, c'est pas un gros mastar, quoi. C'est pas Nemesis dans Resident Evil 2 ou 3, c'est 3, hein, Nemesis. Mais non, mais tu vois, je prends cet exemple parce que ça, c'est c'est l'obstacle, c'est l'antagoniste par la force typique, par la puissance. C'est ça qui te fait peur dans ce jeu vidéo là, ou Terminator. Voilà, pour rester sur un. Et là, en fait, on est sur un personnage qui est. Tu te dis, je le pousse du doigt, il va tomber, quoi. Et en même temps, et du coup, en fait, tu te dis, son pouvoir est aussi ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'il est. Ça trompe pas, en fait, sur le degré d'enjeu. C'est pas une série qui va jouer sur la force, la puissance de frappe, en fait. Ça va jouer sur la politique, les manigances, et donc sur un truc beaucoup plus cérébral. Et ça, il marche vachement bien. En plus, je pense là aussi où il marche super bien, c'est vrai qu'il a un truc malsain et maladif. Et le rapport avec la cigarette, et c'est pareil, je veux dire, qu'est-ce qui est plus porteur aussi de théorie du complot, tu sais qu'on nous ment sur les contenus, sur ce qu'il y a dans les clopes, dans les machins et tout, que la cigarette, c'est vachement intéressant, tu vois. Et puis, il y a ça, et puis il y a tout simplement c'est la maladie, quoi. Il y a aussi le caractère mystérieux de la volute de fumée qui est visuellement très marqué. On en fait même des expressions. On dit de quelqu'un qu'il se fait enfumer, hein, lorsqu'on peut trop. Un écran de fumée. Un écran de fumée, etc. Donc ça, c'est en France. Je sais pas si ça marche aux États-Unis. Si, le Smoking Mirror. Smoking Mirror, c'est vrai. Donc tout ça, c'est bien inscrit dans le langage de notre représentation du monde, qu'effectivement, il y a quelque chose de chamanique, de panette, on sait pas trop, de sorcier, voilà. Mais aussi, je pense que ce qui est important avec ce personnage-là, c'est qu'il a pas d'identité autre que celle justement du syndicat qu'il emploie. C'est-à-dire que c'est limite plus un humain. Déjà, il est sur le point de mourir. Là, je crois même qu'on le surnomme Cancerman à certains. Sur la fin. Voilà, sur la fin. Mais il nous est présenté comme un pur produit de l'institution. C'est un orphelin. Je crois que son père a été exécuté, sa mère est morte du cancer, etc. Enfin, en gros, il a toute une bio derrière qui est un peu
peu triste, comme étant une pupille de l'État en fait, donc un pur objet étatique qui contraste avec des personnalités aussi affirmées et humaines que Mulder des individus. Des individus, ouais, c'est ça. Ouais. Et en même temps, alors est-ce qu'on le dit? Oui, on va le dire, on va spoiler. Si vous voulez pas être spoilé, passez de 30 secondes. Mais on découvre dans la saison 7 que le lien qu'il a avec Mulder, c'est pas simplement un lien d'antagoniste, c'est le père de Mulder. Ouais, mais son père biologique. Tintin, Reveal. Non mais tu trouves ça bien toi, Clémence? Non, je trouve pas ça bien, mais je trouve qu'il fallait le dire parce que moi. Il faut le dire, mais c'est fait partie des trucs. Tu te dis ah putain t'en es là, waouh, arrête, c'est le moment. Arrête tout de suite. Et après on critique Game of Thrones. Non mais voilà, c'est ça exactement quoi. Tu vois, je veux dire là pour le coup des Game of Thrones c'est autrement plus tenu que tu vois là c'est. Pour moi, là, ça vire dans le soap opéra, vraiment, et le soap opéra d'Amérique du Sud. Non, mais vraiment, c'est. Moi, avec des requins. Bon, qu'est-ce que t'as quand t'es requin? Mais voilà, non, mais je trouve. Enfin, bon, comme l'a dit Rafik, c'est un personnage qui n'a d'utilité et de puissance que. S'il est très limité en fait dans sa caractérisation et dans son action. C'est là où il marche, c'est là où il fonctionne. À partir du moment où tu complexifies un personnage comme ça, oui, c'est foutu. Il faut en faire sert à rien. C'est une coquille vide. C'est l'instrument du pouvoir en fait. C'est tout. Voilà. Et alors, à côté de l'homme à la cigarette, il y a un dernier personnage dont on va parler, mais très rapidement parce que le temps presse. Mais dommage, j'aurais bien parlé de Brad Dourif, moi. Mais vas-y, tant pis. Moi, je voulais qu'on parle d'Alex Krycek, qui a aussi une place particulière parce que lui, c'est vraiment, il fait cavaler seul finalement. Au début, on le découvre, on pense qu'il c'est un agent du FBI. Ensuite, on découvre qu'il est du côté du syndicat et en fin de compte, on comprend que il court que pour ses propres couleurs. Voilà. Mais toi, tu le kiffes, toi, ce perso, je crois. Je le trouve intéressant parce qu'il a une ambivalence. Il y a tout un lien qui développe avec Mulder. J'ai vu une super vidéo d'analyse qui explique en détail comment il y a cette espèce de relation entre eux qui a quelque chose de l'ordre de Sherlock Moriarty avec presque une espèce de mélange. C'est lui faire honneur que de le comparer à Moriarty, je trouve. C'est quand même pas ça, et c'est pas ça son rôle, quoi. Il y a des scènes bien spécifiques, une scène où il pourrait tuer Mulder et à la place il lui fait un bisou sur la joue et ça relance toute une dynamique chez Mulder. Enfin, c'est un personnage qui mérite qu'on s'y intéresse, je trouve. Écoute, moi, j'ai jamais trop. Je trouve encore une fois que ça arrive à un moment où. Ça arrive à un moment, surtout, je crois que c'était l'époque où Gillian Anderson était enceinte, hein, c'est ça, où du coup elle apparaissait moins dans la série et il fallait compenser avec. Mais c'est surtout que. Il fonctionne justement pour ça. Alors lui, contrairement à l'homme à la cigarette, c'est pas venu sur le tard. C'est-à-dire que je pense que ce personnage-là a été créé justement pour avoir de la duplicité. Mais moi, je vois vraiment là-dedans un truc pour rallonger la sauce et l'intérêt. Moi, le problème que j'ai avec un personnage comme Krycek, c'est que finalement, j'ai du mal à m'accrocher à son évolution et au retournement qu'il impose, puisque à la base on me dit mais lui c'est mon Joker, le narrateur il me dit c'est mon Joker, j'en fais ce que j'en veux. Donc moi il m'intéresse moins. Ce qui m'intéresse c'est quand on me dit ça c'est mon valet et que tout à coup tu te découvres qu'il peut faire ça avec son valet. Tu vois ce que je sais pas si je suis très clair dans cette métaphore un peu foireuse là des cartes, mais là à partir du moment où tu sais qu'il est pas fiable, il est pas fiable. Donc qu'il soit du côté de Mulder, qui court pour ses propres trucs, qu'il soit pour l'autre et tout. Peut-être que le cast est intéressant. C'est comment il s'appelle, Nicolas Léa. Léa, voilà, c'est ça. Parce que il a il a un charme un peu vénéneux, ce mec-là. Il a été repéré dans un épisode de la saison 1, épisode masculin-féminin, où il était dans un rôle secondaire, et en fait, il a une performance qui a tellement plu aux producteurs et aux scénaristes qu'ils l'ont fait revenir pour lui donner
Et rôle de justement, Krycek. il a ça en fait. C'est-à-dire que Duchovny, il a, c'est comme Gillian Anderson. Il a beaucoup de charme, mais il a aussi un côté un peu droupi, un peu guingandé et tout. Alors que lui, il est plus dans une espèce de canon de beauté, mais en ayant un truc un peu trouble. Et ça, je trouve que le choix du cast est vraiment excellent. Voilà. Alors, il y a un dernier dont tu voulais parler après. Non, c'est juste un clin d'œil. Ouais, bien sûr, mais en fait, c'est que on parlait dans la saison 1 déjà, et il y a Brad Dourif, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est un acteur porteur de tout un univers aussi de fantastique et tout, et qui est dans un rôle, qui est dans un épisode qui s'appelle Le Messager, si mes souvenirs sont bons. Oui, où il fait une espèce de proto de Hannibal Lecter. Hein. Et proto Hannibal Lecter, et aussi qui évoque l'Exorciste 3, où il faisait une performance incroyable de William Peter Blatty, qui était sorti quelques années auparavant, qui est un film qui a ses problèmes, et surtout à cette époque-là, parce que c'était pas le montage forcément de l'auteur. Mais un des meilleurs effets chocs de la décennie. Ah ouais, qui est hyper fort et tout, et qui est un film qui était, moi qui était déjà un fantasticophile, dont on parlait tout à l'heure, hein, et qui l'avait vu là-dedans, Brad Dourif, tu t'en souvenais, hein, quand tu sortais de l'Exorciste 3, et en fait, le retrouver dans le même type de rôle dans X-Files, encore une fois, t'avais tout à coup un mec où t'avais l'impression que tu faisais partie du même univers, quoi. Et c'est pareil, on parlait tout à l'heure du fait que la série ait permis en France de populariser M6 d'un côté, hein, c'est vraiment la série qui a fait exploser M6, mais aussi Mad Movies d'un autre côté. Il y a une accointance, enfin, il y a un rapport là, en fait. C'est que tout à coup, ce comédien qu'on pouvait croiser chez Lynch, par exemple, auparavant et tout, qui faisait la voix de Chucky dans le jeu d'enfant. Tout à coup, le fait de le voir là, dans ce rôle-là, qui évoque un film un petit peu obscur, hein. À l'époque, l'Exorciste 3, c'était pas un succès, c'était, voilà, moi je sais que ça m'avait beaucoup marqué. Mais il y a plein d'acteurs secondaires qui sont chouettes, hein. John Neville, par exemple, moi je le trouve super, hein, dans la série qui est le Baron Munchausen quand même. Voilà. Fig, toi, Mimi Rogers, elle est super aussi. Il y a 3 acteurs secondaires que j'aime beaucoup dans X-Files, qui sont le trio des Lone Gunmen. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. On en parlera aussi dans le dernier épisode, on reviendra sur les spin-offs. Bien sûr. Et qui pour moi sont la première illustration concrète, hein, de toute une culture internaute qui va justement complètement émerger après au lendemain du succès d'X-Files, mélangeant le hacking à une vraie théorie de la conspiration, et que le cinéma a eu beaucoup de mal à utiliser, en fait, justement par le fait que ça fasse glisser du côté conspirationniste le public. Mais les Lone Gunmen, enfin voilà, ils existent, enfin je veux dire, ils sont à l'œuvre au quotidien, et je trouve qu'ils étaient traités avec du respect, une forme de respect. C'est-à-dire, évidemment, on se fout de leur gueule parce qu'ils sont complètement allumés, complètement dans leur délire et tout ça, mais en même temps, ils sont trois très différents, très marqués. Et t'as l'impression que Chris Carter désigne en fait 3 déclinaisons possibles de cette frange de la population qui est en train d'émerger et qui est complètement, encore une fois, délaissé à l'époque, hein. Je veux dire, il y en a pas, quoi. Tu vois, après ils vont être récupérés plus tard et illustrés et glorifiés ultérieurement, mais glorifiés avant de finir par être maudits à nouveau, hein. Ça dépend sur quel film, tu vois, mais dans certaines séries et tout, enfin, on en parlera aussi. C'est marrant parce que c'est dans un tout autre registre, mais moi, ces personnages m'ont toujours fait penser aux personnages de Wayne's World. Le côté un peu bien sûr, c'est la même chose. Geek allumé, ils sont dans une cave à pas sortir de leur délire, mais en même temps, voilà, c'était la première fois concrètement qu'on nous faisait comprendre que toute cette haute technologie de communication qui justement était réservée à la NASA et aux services secrets, etc., tout d'un coup se retrouvait entre la main de simples individus. Qu'est-ce qu'il allait en sortir, et donc voilà, le film Hackers est sorti 3 ans après, un truc comme ça, quoi. Il était pas vraiment à la hauteur même de la façon avec laquelle ils étaient dessinés. Encore une fois, une série de son époque qui avait compris son époque, X-Files.
Alors, les Long Gunmen, on en reparlera donc dans l'épisode 4. Mais avant ça, la semaine prochaine, on va passer en coulisses. Après s'être intéressé à ce qui se passait devant la caméra, on va s'intéresser à toute l'équipe qui a œuvré pour faire d'X-Files la série culte qu'on connaît. Et vous allez voir, ça en fait du monde. Alors, Julien Rafik, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinéma.bnp Paribas ou sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à X-Files. À très vite.